Hello, hello, bienvenue sur mon compte YouTube Coach Finance. Alors, je suis avec Noémie qui est investisseuse et du coup, tu vas te présenter, sois à l'aise. Je m'appelle Noémie. Effectivement, je suis investisseuse dans l'immobilier, spécialisée dans tout ce qui est activité de marchand de biens. Et à côté de ça, je suis cadre en banque d'investissement dans lequel je gère plusieurs milliards d'euros ou de dollars. Bah, du coup, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est que marchand de biens. Il y en a qui ne savent pas du tout cette activité parce que l'immobilier, c'est tellement vaste. Si tu pouvais donner quelques mots par rapport aux marchands de biens. Donc l'activité de marchand de biens, c'est une activité commerciale. En fait, l'objectif d'un marchand de biens, c'est d'acheter rapidement des biens pour les revendre rapidement. Et dans fait, cette activité-là, en fait, tu vas trouver des appartements, des biens, des granges, dans lesquels tu vas trouver une possibilité de les valoriser pour les vendre plus cher. Ok, ok. Mais du coup, tu les vends comme si c'était des magazines ou un produit quelconque. En fait, le but, c'est de vendre rapidement pour avoir du cash. Exactement. A contrario, par rapport à d'autres activités ou d'autres stratégies dans l'investissement immobilier, le marchand de biens, il ne va pas garder les biens. Son objectif, c'est juste de les valoriser et de prendre sa marge. Je prends juste un exemple. Ça veut dire que je trouve une grange à valoriser dans une commune, et en fait, je vois que dans cette grange, il y a une possibilité de la transformer en maison. Donc, je fais mes analyses, etc. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais valoriser cette maison. Donc, je vais faire les travaux afin de changer la dénomination de cette grange en habitation et du coup la revendre plus cher en habitation. D'accord. Tu revalorises, donc du coup, tu fais à peu près combien? Faut donner les chiffres, faut donner envie aux gens. Attends. Donc en fait, ça dépend, mais ma première opération, j'ai gagné 70 000 euros. Donc en fait, c'est là que je me suis rendu compte que vraiment c'était une activité assez lucrative. Donc j'ai gagné 70 000 euros, mais en fait, tu peux gagner vraiment beaucoup plus, 160 000, 200 000, tout dépend du projet. D'accord, c'est bien ça. Mm. Autant d'argent comme ça, donc voilà, là, tu as combien d'opérations là? Donc je pense qu'aujourd'hui, je suis peut-être un peu moins d'une dizaine d'opérations. Un peu moins d'une dizaine d'opérations à l'heure actuelle. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal d'opérations dans lesquelles j'ai pu gagner même 160 000 plusieurs fois. Mais du coup, ça dépend. Parce qu'en fait, il y a des activités où tu vas avoir des biens, mais il y a d'autres où franchement, c'est juste une stratégie, par exemple, de division, où tu n'auras pas forcément besoin d'aller au niveau des travaux. Donc, c'est pour ça qu'il y en a que ça peut aller très rapidement. Genre, sur 3 4 mois, tu valorises parce qu'il n'y a pas de travaux. Il y en a d'autres, ça peut prendre un an. Tout dépend. Mais avant que je me présente, du coup, ce que je voulais dire, pourquoi t'as pas fait comme tout le monde de l'investissement locatif, d'autres investissements plus doux? Pourquoi tu as voulu gagner du cash directement en fait? Pour être honnête avec toi, l'investissement locatif, c'est quelque chose qui a vraiment eu un intérêt au début, mais je me suis vite rendu compte que j'allais pas gagner de l'argent avec ça. C'est-à-dire que l'investissement locatif, c'est bien pour ceux qui souhaitent avoir un patrimoine. Moi, ayant grandi dans le 93 en banlieue, j'avais pas envie d'avoir des biens, j'avais envie d'avoir de l'argent. Donc automatiquement, je me suis rendu compte que c'était pas une stratégie qui était faite pour moi. Parce que le problème de l'investissement immobilier, c'est que il y a énormément de stratégies dedans. Mais ce qui pose problème, c'est que souvent les gens s'engagent dans des stratégies sans vraiment savoir les tenants et les aboutissants. Et donc du coup, chaque stratégie apporte quelque chose, un objectif financier ou non. Donc par exemple, l'investissement locatif, en général, c'est rare que tu es riche avec l'investissement locatif. Tu gagnes du patrimoine, mais c'est pas avec ça que ça va te permettre de vivre tous les jours. Il y en a aussi qui vont faire d'autres stratégies, par exemple la location courte durée. Oui, c'est vrai, mais ça ressemble plus à une activité hôtelière. Donc moi, j'étais pas intéressée pour arrondir mes fins de mois, je voulais vraiment gagner du gros argent. Je voulais vraiment gagner de l'argent. Et donc je me suis dit, en fait, il faut que je trouve une stratégie dans l'investissement qui me permette. Et j'ai trouvé l'activité de marchand de biens, donc l'achat-revente, plus connu sur le nom de l'achat-revente. Tu es chrétienne, Yosa chrétien? Oui, 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 je suis On dirait chrétienne. pas parce que du coup, vanité des vanités, pourquoi avoir beaucoup de cash comme ça? Pourquoi avoir voulu beaucoup d'argent? Mais tu es gourmande. Attends, est-ce que tu es vraiment chrétienne? En fait, je pense qu'il ne faut pas mélanger le fait d'être chrétienne et le fait de gagner de l'argent. Le problème Mhm. de beaucoup de personnes, c'est que ils mélangent en fait la foi. C'est-à-dire que parce qu'ils ont la foi, ils ont peur de gagner de l'argent parce qu'ils disent que gagner de l'argent, c'est mauvais. Mais quand tu regardes de Genèse jusqu'à Apocalypse, tous les gens qu'on parle, oui, David, témoignage de David, de Abraham, de Salomon, ils étaient insolemment riches. Alors pourquoi moi je vais être pauvre?
Mhm, mhm. Pourquoi je vais être pauvre? Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, il faut pas avoir honte de gagner de l'argent parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir une éducation, c'est ça qui va te permettre d'éduquer tes enfants, c'est ça qui va te permettre de vivre en fait tout simplement. Et donc avoir honte de l'argent là, ça sert à quoi? Comme on a dit dans la Bible, j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Mais quand tout le temps tu as des problèmes financiers, quand à partir du 5 du mois, ça devient difficile. Quand ton enfant il est excellent à l'école et que en fait tu peux pas en fait lui payer des vacances parce que les promesses derrière ne peuvent pas être réalisées parce que derrière tu n'as pas d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, je vois des enfants qui sont excellents à l'école. Leur maman, il dit oui, t'inquiète pas et tout, si t'es premier de la classe, t'inquiète pas, on va aller à Dubaï, t'inquiète pas, je vais t'emmener en vacances, on va faire ci, on va faire ça. Mais finalement, le problème, c'est que c'est des promesses qui sont vaines parce que derrière, il n'y a pas les moyens. Donc, faut pas avoir honte d'avoir de l'argent. Comme on dit aussi dans Mhm, la Bible, l'or et l'argent l'appartient à Dieu. Donc, pourquoi moi, en tant que sa fille, je serais pauvre? mhm, mhm, mhm. Donc, c'est ça, Mhm. Aura. Et donc, du coup, j'aimerais aussi que toi-même, tu me dises, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à être coach en finance? Bah, ce qui m'a amené à être coach finance, c'est que déjà de base, si on va retourner à la genèse, c'est que moi, j'ai été étudiante. J'ai été étudiante, donc moi très vite, en fait, moi j'ai toujours voulu bien travailler à l'école. On me disait de bien travailler à l'école parce que tu auras un meilleur boulot, tu auras un meilleur ci, tu auras un meilleur ça. Et puis, arrivé vers l'université, bah, à l'université, on me donnait des bourses de 300 euros. Et j'ai fait ça. Franchement, c'était chaud. Franchement, j'ai galéré. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu le statut zéro bis. Zéro bis, donc du coup, j'avais 100 euros par mois. Et c'est là que, à peine tu te coiffais, l'argent c'était terminé. Donc, dès que j'ai eu ça lors de ma deuxième année à l'université, j'ai voulu aller travailler. Et quand je suis allée travailler, j'ai travaillé en banque en tant que conseillère d'accueil. Je gagnais mon argent, donc c'est là que j'ai eu ben, à peu près le SMIC. J'ai eu le SMIC, je gagnais 1200 euros à l'époque. Et en plus, on m'avait grave douillé parce que je ne savais pas comment négocier des salaires. Donc, je gagnais même pas le SMIC. Donc déjà, j'étais dans ça. Et par la suite, j'ai dit, non, faut que je retourne à l'école. Et l'année d'après, c'est là que j'ai commencé à chercher une alternance. Et c'est à partir de là que je commençais à gagner ce que je touchais en travaillant à temps plein. Donc en ayant cet argent, je gérais très très mal mon argent. Mais quand je te dis je gérais très très mal, c'était dur. J'étais tout le temps à découvert. Je voulais, en fait, c'est que j'ai compris avec le recul que j'étais très frustrée. Très frustrée. Voilà, il y avait des choses que tu pouvais te payer, les parents pouvaient te payer, etc. Mais quand j'ai commencé à gagner de l'argent, c'est là que j'ai commencé à m'acheter plein de choses. C'était limite de l'abus parce que j'étais capable de m'acheter des sacs de luxe. Sachant que je gagnais 1200 euros, donc j'étais capable de payer un sac Dior. En plus, j'ai travaillé dans des maisons de luxe, etc., en étant en alternance. Donc, j'avais accès aux ventes privées. Je m'étais acheté plein de choses. Et j'étais tout le temps, souvent à découvert. En fait, je n'avais pas d'épargne, rien du tout. Et puis par la suite, ce qui m'a donné envie, c'est que malheureusement, mon père, il est tombé malade. Bon, il va très bien aujourd'hui. Il est tombé malade. Et quand il est sorti de Réa, je me suis dit, il a voulu me donner l'argent pour payer le loyer. J'ai dit, mais comment ça, quelqu'un qui est malade pense déjà à comment payer son loyer, payer des factures, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais même pas aider mon père pendant cette période difficile et que moi-même j'étais dans des problèmes financiers alors que normalement je suis censée mettre de l'argent de côté, je suis censée coffrer, je suis censée bien m'en sortir dans ma vie en fait, en tout cas. Ça devait être clean, mais c'était pas le cas. Et c'est là que je me suis dit, mais non, faut que je change. Le fait que mon père soit malade, franchement, moi, ça m'a... En plus, c'était en période Covid, laisse tomber, c'était n'importe quoi. C'est là que je me suis dit, non, faut que je change mes habitudes. Et vraiment, je suis en train de prendre le même chemin que mes parents en matière de finances, alors que normalement, je pars du principe que je suis née en France, normalement, je dois évoluer financièrement. Et je voyais que ce n'était pas le cas. Donc, clairement, j'appelle souvent sur les réseaux sociaux, je dis, ouais, j'étais une clocharde de luxe. Effectivement, c'est que tu me voyais très, très bien habillée, avec voilà, tous les accessoires et toi. Moi, je suis une Congolaise, tu connais comment ils sont les Congolais. Donc, tout est dans l'apparence, mais en réalité, tu es vide. En réalité, les comptes, ça ne va pas du tout. Donc, moi, j'ai remarqué ça. Et quand j'ai fait ce
quand j'ai commencé à m'éduquer financièrement, à prendre des coachings, à prendre des formations, à m'intéresser, à commencer l'éducation financière, Mhm. c'est à partir de là que ça a commencé à changer. C'est là que je me suis rendu compte que non, faut que j'ai des projets de vie, faut que derrière que je commence à avoir d'autres sources de revenus. C'est comme ça que je me suis intéressée au digital, c'est comme ça que je me suis intéressée à pas mal de métiers, à pas mal de business qui n'ont pas fonctionné, mais aujourd'hui je me suis mis dans le coaching financier. Et c'est là qu'au retour, je me suis dit, mais pourquoi pas j'aiderais les personnes à changer leur vie financière, à maîtriser leurs finances pour qu'ils puissent réaliser à leur tour leurs projets. Et c'est pour ça que je me suis mise dans le coaching financier, en fait. D'accord, je comprends. Donc en fait, c'est parce que tu as tellement été dans la précarité, tu t'es vraiment rendu compte qu'en fait, si aujourd'hui il arrivait peut-être par mégarde, mais que Dieu préserve ton père, quelque chose à ton père, bah en fait, c'était fini de toi. Oui, c'était mort. C'était mort parce que ma mère, elle avait jamais payé un loyer. Tout était à la charge de mon père. Donc c'est moi, je manquais de rien. Mon père, il m'a jamais demandé d'argent pour l'aider, etc. Mais quand j'ai vu sur un lit d'hôpital, j'ai dit tout peut basculer. Et ce jour-là, il peut arriver. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, mon père, il n'était pas éternel. Mhm. Il n'est pas éternel. Donc là, je le vois. Aujourd'hui, il est en bonne santé. Mais est-ce que si mon père n'est plus là, est-ce que je serais capable de me prendre en charge? La réponse, c'était non. Et je voyais, parce que je ne suis pas du tout la seule personne de ma famille, j'ai des frères, je suis la seule fille, mais je me suis dit, mais en fait, personne, parce qu'il y en a qui étaient dans les études à cette époque-là, mais personne pouvait soutenir notre mère, personne pouvait faire ce travail-là. Et c'est là que je me suis dit, non, en fait, il faut que ça change, il faut que quelqu'un se lève, il faut que quelqu'un change ses habitudes, parce que l'avenir par la suite risque d'être catastrophique et voilà, voilà, rien n'allait se passer en fait. En fait, je te rejoins complètement par rapport à ton point de vue parce que moi, en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma mère pendant mes études. Et ma mère, c'est elle qui a vraiment nourri en moi ses ambitions. Depuis que j'étais toute petite, elle m'a toujours dit, vise la galaxie, parce que si tu vises la galaxie, si tu arrives à tomber au dernier étage d'un building, tu seras satisfaite. Elle m'a toujours dit, vise le plus haut possible, parce que si plus tu vas viser plus haut, plus en fait tu vas te donner les moyens de tes ambitions. Alors que si tu as vraiment des rêves, on va dire un peu très basiques, bah en fait souvent en fait tu finis dans des égouts. Enfin, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, oh, ma mère elle utilisait des expressions vraiment il y a que elle, mais bon, oh, il y a que elle, mais du coup c'est vraiment elle qui a nourri ses ambitions en moi. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi, j'ai fait une classe préparatoire, HEC, pour faire les grandes écoles de commerce. Je me suis directement orientée pour faire finance de marché parce que moi, clairement, mon ambition, elle était claire, c'était gagner de l'argent. Et donc, ma première idée, c'était de dire que je vais faire des études. Je vais faire des études en finance de marché parce que finance de marché, il y a le Loup de Wall Street, on a vu beaucoup de films et on sait que tu gagnes bien ta vie. Ça veut dire que tu vas pas commencer en début de carrière avec un salaire à 1 500 euros. Donc pour moi, c'était clair, net et précis. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que c'était pas facile, hein. On en reviendra un peu plus tard lors de notre discussion. Ça n'a pas vraiment été facile avec ma mère. Ma mère, elle nous a élevés seuls. Elle n'était pas souvent, elle travaillait pas. Donc elle a fait du mieux qu'elle pouvait, mais le plus gros héritage que je peux avoir d'elle, c'est le mindset qu'elle m'a transmis. Un mindset qui fait que tu dois tout faire pour réussir ta vie. Et du coup, malgré que c'était difficile, malgré que des fois c'était compliqué, je me suis dit, ok, Noémie, tu dois pas te foirer au niveau de tes études parce que tu dois faire vraiment des études parce que c'est ça qui va être ta porte de sortie. Mhm. Malheureusement, pendant mes études, en plein Master 1, ma mère, elle est terrassée par la maladie. En bout de 6 mois, elle disparaît, quoi. Et je perds ma mère. Et là, en fait, ça a été vraiment un choc. Ça a vraiment été un choc parce que je suis l'aînée de ma famille. Je suis l'aînée de ma famille. On va dire que je suis pas vraiment l'aînée. Je suis l'aînée en France parce que ma mère, elle a un fils, mais qui vit toujours au Congo. Et elle a moi, du coup. Donc moi, j'étais l'aînée de la famille en France. Et donc, du coup, automatiquement, tu connais la charge de l'aîné de la famille. Mhm. Donc, automatiquement, j'ai eu des responsabilités. On m'a mis sur le fait accompli. On m'a dit, écoute, ta mère, elle n'est plus. Tu dois t'assumer et assumer tes frères et sœurs. Donc, à cette époque-là, j'avais quel âge? J'avais 23 ans quand ma mère elle est décédée. Et tu te dis, ok, bah, en fait, je fais comment? Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que tu vois quand même que le mindset, il est hyper important parce que ma mère, elle était plus là. Mais c'est là que je me suis dit, en fait, Noémie, là, ta mère, elle est décédée, t'as plus de backup. C'est-à-dire que même si ma mère, c'est vrai que des fois, elle faisait défaut parce que elle a fait comme elle pouvait, bah là, j'ai compris qu'il n'y avait pas de backup. Ça veut dire que, je te passerai les détails, ma mère, elle est décédée, bah,
c'est compliqué. Tu dois commencer à chercher l'argent. Là, tu dois commencer à chercher l'argent parce que tu dois être responsable. Tu dois commencer à être capable de payer des factures. Tu dois être capable de commencer à payer un loyer. Et là, tu as des frères et sœurs. Et tu te dis, en fait, je ne peux pas être faillible. Donc, c'est-à-dire que maintenant, tu passes de la grande sœur à la maman 2.0 parce que du coup, tu dois faire figure de maman, en même temps rassurer tes frères et sœurs et ne pas leur montrer que derrière, en fait, c'est compliqué. Mm. Et c'est là que j'ai dit, en fait, Noémie, tu peux pas rester comme ça. Tu peux pas rester comme ça. Et c'est là, en fait, que pendant mes études, j'ai fait mon premier investissement immobilier. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je dois faire pour gagner de l'argent? Et j'ai vite compris que l'investissement locatif, comme on me l'avait vendu, bah, c'était pas 500 euros que j'avais besoin. J'avais besoin de beaucoup plus. D'où pourquoi j'ai commencé à faire de l'achat-revente pour pouvoir en fait soutenir mes études parce que j'ai fait des études payantes et aussi soutenir mes frères et sœurs et pouvoir aussi nous permettre d'avoir au moins un toit sur la tête. Ouais, ce que j'ai remarqué, en tout cas, le point commun qu'on a, c'est que les études est une issue de secours. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est une issue de secours. En fait, c'était le seul moyen pour nous de d'échapper. On voyait ça comme d'échapper à la pauvreté. Toi, tu as fait des études de finance, moi aussi. Ce que j'ai compris quand il s'agissait de choisir son orientation professionnelle, euh, moi, j'avais pas le temps de faire des études de philosophie. Voilà, j'avais un ami aussi qui s'était mis en philosophie. J'ai dit, mais c'est quoi ça? En fait, même des études de lettres, je pouvais pas me le permettre. Mon père, il me disait, non, toi, tu vas faire bac scientifique. Parce que, en fait, derrière, c'est parce que tu veux avoir une meilleure vie et tes parents, ils te disent, fais mieux que nous, en fait. Parce que eux, ils ont quitté un pays, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Moi, j'ai vécu avec mes parents, ils sont toujours ensemble, mais ils voulaient que je fasse toujours le mieux. Pareil, par exemple, quand je venais avec une mauvaise note à l'école, je disais, mais tout le monde a 8. Vas-y, c'est la moyenne de la classe, c'est 8, donc c'est normal. Voilà, le prof, il n'a pas été indulgent. Mon père, il m'a toujours dit, en fait, je m'en fous des autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, en fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux devenir? On s'en fout des gens, en fait. Et cette phrase-là, quand on me parle des fois du salaire médian, on me dit, oui, tout le monde gagne 1500 euros par mois. En fait, j'ai toujours cette idée dans la tête, moi, je veux plus. Moi, je suis pas... voilà, c'est une moyenne. Moi, je ferai partie des personnes qui gagneront beaucoup plus. Donc, je comprends ta vision des choses concernant l'orientation, c'était une issue. Je comprends pourquoi tu as choisi la finance, parce que c'est là-bas qu'on gagne le plus. Mhm. Et c'est vrai que j'avais toujours eu cette ambition de gagner toujours plus d'argent, parce que derrière, je savais, et par la suite aussi, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais par la suite, je sais très bien que mes parents, ils n'auront pas de retraite. Je sais très bien que mes parents, par la suite, voilà, ça va être compliqué, parce qu'il faudra toujours payer un loyer. J'ai compris que le fait d'investir, par exemple, dans sa résidence principale, etc., en tout cas, faire des choses, c'était un must parce que la vie devient de plus en plus chère. Il y a l'inflation. Voilà, tout est en train de basculer. Et si moi, je me contente d'avoir simplement un simple boulot de 2000 euros, 3000 euros, ça va pas être suffisant. Je risque de même détruire mon mariage parce que peut-être que le fait que je fasse un virement à ma mère, ça risque de faire couler le foyer. Donc, en réfléchissant, j'ai dit non, moi, je suis obligée de réussir. Soit je réussis, soit je meurs. Donc, je sais pas si tu vois, si tu peux rajouter quelque chose à ça. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens où il faut savoir accepter sa situation. Le Hmm. problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui n'acceptent pas leur situation. Il faut le dire, peut-être que ça va pas faire plaisir, mais quand tu gagnes 1500 euros, même des fois 2000 euros, clairement, tu vas pas loin avec ce genre de salaire. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Moi, mon premier salaire, c'était 316 euros. C'était le premier Ah salaire que j'ai ouais. pu avoir. Franchement, c'est là que tu te rends compte que, en fait, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que c'était un job étudiant que j'avais. J'étais même pas à temps plein, hein. Mais même ça, c'était même pas suffisant pour pouvoir me payer mes livres à l'école. Quand tu gagnes un certain niveau de salaire, tu peux pas envoyer tes enfants en vacances. Tu peux pas, en fait, s'ils veulent faire des activités, ils sont pas 10 derrière un ballon, comme le foot, parce que tout le monde aime bien mettre leurs enfants au foot, parce que clairement la licence ça coûte pas si cher que ça, et que tu veux que ton enfant il fait des activités comme le golf, le tennis et l'équitation, tu vas vite te rendre compte que avec 1500 euros, t'es limité. Ça ne veut pas forcément dire qu'on insulte les personnes qui gagnent 1500 euros, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, on a fait de l'économie, tu as fait de l'économie, tu vois qu'il y a les prix qui ont augmenté, il y a l'inflation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, investir, c'est pas juste un plaisir, c'est vraiment une nécessité, parce qu'en fait, si tu n'investis pas, bah tu vas être mis dans un corner, ça va être compliqué.
c'est fatigant. Moi, j'ai grandi toute mon adolescence en ayant des difficultés financières. Toujours au 5 du mois, 10 du mois, ça devient difficile. On commence à raquer les tiroirs, on commence à se demander. Moi, j'ai connu le secours populaire. Je suis partie au resto catholique. Donc, au bout d'un moment, enfin, c'est pas une vie de toujours en fait dépendre en fait des organisations, des associations pour pouvoir vivre, pour faire une activité sportive. Et c'est là que des fois tu remercies la France. Il y en a qui crachent sur la France, mais à un moment donné tu dis heureusement que des fois il y a certains systèmes. Parce que moi j'ai pu faire du sport parce que clairement il y avait des associations, il y avait la mairie qui mettait en place. Donc du coup ma mère, elle n'avait pas forcément besoin de payer quelque chose, tu vois. Mais à partir d'un certain moment, il faut quand même se poser la question, est-ce que toute ta vie tu vas toujours être une assistée? Est-ce que toute ta vie tu vas toujours dépendre de l'aide de l'assistance sociale? Est-ce que toute ta vie tu vas toujours dépendre de la CAF? Toute ta vie, tu vas dépendre de le voisin va m'aider. Et à un moment donné, j'ai dit, en fait, non. J'ai vu ma mère se mettre dans des positions d'humilité, dans des positions où, vraiment juste pour demander 20 euros parce qu'elle voulait arrondir les fins de mois, que j'ai dit, moi, plus jamais. Je veux pas cette vie-là pour moi et encore moins pour mes enfants. Donc aujourd'hui, c'est une nécessité. Quand tu es là, tu parles de coach en finance ou tu parles d'investissement en immobilier, c'est pas un plaisir. Franchement, personnellement, comme tu l'as dit, j'ai fait des sites de finance, pas par passion. J'ai fait ça par argent. Parce que je voulais gagner de l'argent. J'avais d'autres rêves. Je voudrais faire peut-être d'autres choses. Moi, je veux dire la vérité. Au fond de moi, comme j'ai tellement grandi dans la précarité, je voulais être assistant social. Vraiment. Aussi, Non, mais parce que je me suis dit, je vais aider les gens. Ils vont sortir de la pauvreté, etc., etc. Et clairement, quand j'ai vu que le salaire, c'était quoi le salaire d'une assistante sociale, et j'ai commencé à faire mes calculs, j'ai commencé à dire qu'en fait, Noémie, en fait, tu vas aider les gens, oui, mais toi, ta vie, elle va pas évoluer. Donc clairement, j'ai rien contre les assistantes sociales parce que je sais qu'elles font un travail de fou, mais en vrai, c'est pas la vie que je voulais. Donc clairement, en fait, pour moi, il faut mettre les mots, en fait. Il faut mettre les mots dans certaines situations. Je sais que ça fait pas plaisir. Quand tu grandis en banlieue dans un HLM, bah, tu grandis dans un HLM, t'es pauvre. Faut dire la vérité. Parce que, oui, ça... Oh, tu as une miniature, il y a... Non, mais... Non, mais... En fait, il faut démocratiser aussi et accepter la pauvreté. En fait, quand tu acceptes ta situation, quand tu acceptes ta situation, tu peux évoluer. Tu sais, hein, c'est quand tu quittes vraiment le quartier que tu te rends compte que tu vis dans le quartier. Moi, avant, quand j'habitais dans mon quartier, à Aulnay-sous-Bois, franchement, je trouvais que c'était grave bien. J'étais vraiment contente. Je me dis, waouh. Franchement, j'étais contente parce que je me dis, oui, franchement, il y a la familiarité, il y a la famille. Tu sais, quand tu vis dans un quartier, il y a une chaleur que je sais pas comment t'expliquer. Tout le monde, en fait, il y a cette entraide, etc. Tu vois, parce qu'en fait, on vit à peu près les mêmes situations. Mais après, quand j'ai quitté le quartier et que j'ai commencé à vivre dans d'autres quartiers, c'est là que j'ai commencé à rendre compte qu'il y avait des tics que j'avais. Par exemple, tu vois, ça m'est jamais arrivé, ou franchement, je me souviens pas d'avoir oublié mes clés derrière la porte. Mais là où je vis, ça m'est déjà arrivé des fois de laisser toute une journée des clés sur la serrure. Clairement, pour te dire, nous, nos colis sont toujours livrés. On les laisse dehors, dans la rue. Quand ils n'arrivent pas à rentrer, dans la rue. Et quand ils arrivent à rentrer, ils le mettent dans le hall. Et ça peut rester 3-4 jours. Moi, ça m'arrive. Des fois, je vois les colis de mes voisins pendant 1 semaine, 2 semaines. Mais ça disparaît pas. Des vrais colis où tu vois qu'il a un appareil photo. Des fois, tu vois avec les emballages que c'est des choses qui coûtent cher. Et donc, du coup, en fait, c'est quand tu vis et tu changes de milieu social que tu comprends qu'en fait, ah oui, il y a une autre vie après le quartier. Et en fait, c'est cette aspiration-là que j'ai pour beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'en fait, que dernièrement, je me suis dit, en fait, je peux pas en fait me permettre en fait de garder toutes les connaissances que j'ai gardées dans mon activité de marchand de biens. Et aujourd'hui, je souhaite en fait que d'autres femmes, hommes, puissent en fait évoluer en investissant dans l'immobilier et particulièrement dans cette stratégie d'achat-revente. Parce que en fait, c'est ça qui va te donner un capital, c'est ça qui va donner une trésorerie que même une vie entière ne te permettra pas d'avoir, même avec un travail où tu es bien payé. Je suis pas à plaindre. Clairement, je vais pas faire la meuf qui est mal payée. Mais personnellement, l'activité de marchand de biens m'a ramené des sous que même aujourd'hui, où je travaille en banque d'investissement, ça ne m'a pas ramené. Je n'ai pas eu les sommes que j'ai eues en faisant mes activités. Même là où je travaille, ça ne m'a pas ramené. C'est pour dire à quel point c'est important d'investir et d'être réel.
et d'être réel et d'accepter sa situation. Je pense que si tu acceptes ta situation, tu peux guérir et tu peux évoluer. Mais si tu es dans le déni en disant que oui, avec 1500 euros, je peux élever ma famille, oui, je vis dans un HLM, mais c'est pas grave, la voiture du voisin, elle a cramé, mais c'est bon, t'inquiète, c'est tranquille, on est bien, on est heureux, bah en fait, tu peux pas évoluer. Et à un moment donné, tu dois vouloir plus pour ta propre vie, mais surtout vouloir beaucoup plus pour tes enfants. Exactement. Faut pas penser qu'à toi, mais pour toi. Des fois, tu sais, hein, souvent même en Afrique, on aime bien dire, oui, entre guillemets, ta réussite peut permettre à toute ta famille de sortir dans la misère. C'est un fait. Non, c'est un fait. Non, moi je pense que c'est un fait. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, tu peux tellement réussir, mais quand je parle de réussir, je ne parle pas juste de être cadre. Je pense que tu peux tellement réussir que tu peux quand même aider ta famille. Mais aujourd'hui, comment tu peux aider ta famille quand le peu que tu as, tu vois, c'est comme s'il y a un petit morceau de pain, tu vois, tu veux nourrir un oiseau, tu vois. Bah... Il y a tout qui s'arrête. T'as déjà essayé de jeter un morceau de pain et puis t'as tous les pigeons qui vivent. Bah, comment tu vas évoluer? Et c'est ça qui se passe en fait des fois dans la communauté afro, c'est que tu es en train de te développer. Tu les as pas oubliés, mais comme tu es en phase de développement et tu es en phase de croissance, eh ben, tu es d'abord en train de consolider ta richesse pour en fait aller à un autre step. Mais en fait, avant même que tu arrives à ce step-là, il y a déjà des rats et des oiseaux qui sont en train de manger ton pain. Donc après, tu es bloqué. Et c'est ça qu'il y a beaucoup de talents, malheureusement, qui sont bloqués. C'est-à-dire que ils ont du talent et ils ont les possibilités de gagner de l'argent, de vraiment être une étoile pour leur famille. Mais comme ils sont déjà en fait attaqués dès le berceau, il n'y a plus rien à faire. Avant qu'on parle de ce sujet-là, de prendre l'argent des petits, là, avant qu'on rentre dans le sujet, je voulais revenir sur le point de l'environnement. Parce que des fois, on dit que l'environnement, les gens, on les saoule avec ça de changer d'environnement. Moi, clairement, j'ai grandi dans un milieu modeste où la plupart de mes mamans, de mes tantes, étaient femmes de ménage, soit femmes de chambre, clairement. Et du coup, en grandissant dans ce milieu, tu te dis, bah, tout le monde est dans la même situation, tout le monde a les mêmes problèmes, tout le monde a les mêmes soucis financiers, etc. Et puis, quand j'ai commencé à faire de l'alternance et que j'ai commencé à sortir, à être dans des entreprises qui sont sur Paris, Levallois, etc., les conversations avec tes collègues sont complètement différentes. Ils commencent à te parler, oui, moi je souhaite mettre mon enfant dans une école catholique privée, etc. Tu sens que les gens, ils sont prêts à payer l'éducation de leurs enfants, ils sont prêts à payer des choses, ils sont prêts à payer certains services ou pour lesquels nous on est capable de dire ça c'est jeter l'argent aux bois comme bon, tu vois, des trucs comme ça. Non, tu vois ce que je veux dire? Donc l'environnement c'est quelque chose de super important pour l'évolution d'une personne, vraiment très 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 important pour que la personne elle puisse voir loin, pour que la personne elle puisse avoir une vision, rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer des personnes qui sont dans un autre milieu pour pouvoir évoluer. Maintenant on parle d'évolution. Effectivement, ce qui tue le plus souvent la communauté congolaise, et désolée, je vais généraliser, c'est justement que le fait que les jeunes doivent s'occuper des générations d'avant. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce sujet-là? Tu allais commencer. Donc déjà, avant ça, je vais revenir sur le fait quand tu parlais de l'éducation et tu parlais aussi qu'il y en a qui ont une vision de pouvoir payer l'éducation de leurs enfants. Donc, je vais te dire un problème. Le plus gros problème en France, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'en paye pas, on pense que c'est gratuit. L'école n'est pas gratuite. C'est pas parce que toi, tu n'as pas sorti de l'argent pour envoyer ton enfant à l'école que ça veut dire que c'est gratuit. C'est les impôts des gens qui permettent en fait de nourrir en fait l'éducation nationale pour pouvoir en fait donner une éducation dite gratuite. Donc, en fait, rien n'est gratuit dans la vie. Même quand on dit là oui, etc., je vais à la fac, etc., j'ai ma bourse, c'est pas gratuit. Un élève, si je ne me trompe pas, ça coûte à peu près 10 000 € à l'État français. Un étudiant, cet argent, ça sort d'où? Rien n'est gratuit. Et le problème, c'est qu'on a tellement l'impression que tout est gratuit, c'est que quand on te demande de payer pour te faire coacher, on te demande de payer pour te former, c'est un problème. Mais en fait, tu ne peux pas évoluer si tu aimes trop le gratuit. Et la gratuité, on ne respecte pas les choses gratuites. Par exemple, aujourd'hui, tu vas marcher sur la rue, tu vas marcher, et donc du coup, tu vas voir quelqu'un qui va te donner quelque chose gratuitement. Tu vas moins respecter le truc qu'il t'a donné que quelque chose où tu as pris ton argent, la sueur de ton front pour aller le payer. Donc, au bout d'un moment, faut comprendre que
En fait, si on veut évoluer, il faut payer. Et pourquoi, en fait, l'élite, on parle des élites, ceux qui vont dans les... Parce que là encore, tu me parles d'écoles catholiques. Enfin, j'ai envie de te dire, les écoles Catholique, catholiques privées, c'est encore j'ai envie de te accessible. dire, c'est hyper accessible. C'est quoi? Enfin, t'en es pourquoi à grand max 7000 balles par an. Mais je te parle des vraies écoles en Suisse, Mm, là où mm, l'année coûte 200 000. On en parle. exactement. Donc après, tu vas encore dire à ton enfant, oui, en plus, ramène-moi un homme qui est riche. Mais en fait, tu comprends pas que tout fonctionne par réseau. Ton enfant n'a pas été initié depuis le début, qu'il est tout petit, à un certain milieu. Tu penses c'est pas qu'elle aura 18, même si elle est belle, même si elle ressemble à Naomi Campbell, tu penses qu'elle va trouver un homme riche? Mais je vais te dire que Parce que, la phrase des gens là, la phrase que disent les gens là, oui, mais tu vas mettre une personne dans une école payante, etc., mais ça ne garantit pas les résultats. franchement, je trouve que c'est faux. En fait, tu sais, c'est à partir de quel moment elle a mis l'enfant à l'école? Tu sais, il y a des parents qui se réveillent, ton enfant il a déjà 17 ans, il a connu ZEP sur ZEP, et après tu le mets à 17 ans, tu as forcé le game, Oh là tu l'as fait là. rentrer dans une école privée, et après tu vas avoir des résultats. Elle n'aura pas les résultats. Parce qu'en fait, l'enfant, c'est dès le début. Tu sais, il y a une expression qu'on dit en lingala, je vais le dire en français, hein, qui dit que on arrange un arbre quand il est encore petit. C'est pas quand l'arbre il est déjà très grand et qu'il est penché que tu vas commencer à le modifier. Donc en fait, c'est dès le petit. C'est-à-dire que c'est quand l'enfant il a 1 an, 2 ans. Je parlais d'une anecdote. Moi, j'étais nulle en anglais. Clairement, j'étais vraiment nulle en anglais. Ça veut dire que, voilà, c'était vraiment le basique, hein. Je savais dire bonjour, comment je m'appelle, l'âge que j'avais. Et en fait, quand tu travailles en finance de marché, tu dois maîtriser cette Mm, langue pour pouvoir parler exactement. avec, Et j'ai raté des avec, opportunités, en tout cas. J'ai trop raté d'opportunités à cause de l'anglais, là. tu dois vraiment maîtriser l'anglais. Et donc, du coup, à un moment donné, j'ai fait un break pendant mes études pour apprendre l'anglais parce que je me suis dit, en fait, Noémie, là, tu ne maîtrises pas l'anglais. C'est bien de connaître les mathématiques, connaître les ratios, etc. Mais en fait, si tu ne maîtrises pas l'anglais, bah, c'est compliqué. En entretien, on va te challenger sur ça. Tu dois maîtriser l'anglais. Donc, moi, pour te dire, je savais que j'avais des lacunes en anglais depuis que j'étais jeune. J'avais demandé à mes parents de m'envoyer à des écoles. Tu vois, il y a une école, là, je ne sais pas si c'est EF, j'ai oublié. Pendant une année, tu es soit à San Francisco, pardon, en Australie, tu es dans des endroits où pendant une année, tu es en immersion totale dans des écoles avec des étrangers. C'était juste 10 000 euros. Franchement, aujourd'hui, c'était juste 10 000 euros. Tu vas me dire, ah, mais 10 000 euros, la meuf, elle abuse. Oui, c'était juste 10 000 euros. C'était pas cher. J'ai parlé ça avec mes parents pendant 3 ans, 4 ans. T'inquiète pas l'année prochaine, l'année d'après, l'année d'après. L'année d'après, oui, mais oh, les temps sont durs, l'inflation. Et à un moment donné, bah, j'ai composé, j'ai avancé dans mes études tout en sachant que l'anglais, c'était compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, en fait, il faut que je prenne le taureau par les cornes. Si je commence à attendre derrière mes parents, je serai toujours ici. Mm. Donc, j'ai commencé à faire tout ce qui est fille au père. Donc, j'ai fait fille au père et je me suis dit, en fait, ta seule solution pour que ça soit gratuit pour toi et d'apprendre l'anglais, soit fille au père. Donc, j'étais fille au père et je suis tombée dans une famille. Mais il y a des dramas là-bas, hein. Ah, attends. Moi, c'est vrai que j'ai eu mon lot de soucis. Mais l'objectif, là, c'est pas pour parler de mon lot de soucis. C'est pour parler de la vision qu'ont les parents par rapport à leurs enfants. Je suis arrivée dans une famille, t'arrives 3 voitures. Mais quand je dis des voitures, c'est pas des Peugeot et des Twingo, hein. Je te parle des voitures de luxe. Chaque voiture faisait au moins 150 000 euros par voiture. Ils avaient leur maison. Et pour te dire, hein, normalement, pour les familles qui n'ont pas vraiment forcément des gros revenus, en tant Mhm. que fille au père, ils vont juste te proposer une chambre. Moi, j'avais ma dépendance de plus de 80 mètres carrés. Télé, internet, j'avais juste pas la cuisine parce qu'ils avaient peur que je brûle quelque chose, mais j'avais tout, la salle de bain et un frigo, une genre de mini kitchenette. Cette famille-là, ils avaient 3 enfants. Et en fait, c'est là que j'ai compris l'éducation que donnaient les parents. Ils m'ont choisi, pas parce que j'avais quelque chose de particulier, de plus que les autres, juste parce que je parlais français. Ils m'ont dit, nous, on veut que tu parles français à nos enfants. Il y avait un enfant de 6 ans, l'autre, elle avait 3 ans, et le dernier, il avait 18 mois. L'enfant de 18 mois faisait des activités que nous-mêmes, on ne donnerait pas à nos enfants. Même moi, l'enfant faisait de la piscine. On allait dans un groupe de baby group pour enfants, éveil pour les enfants. La petite, elle faisait 4 activités sportives, de la danse, Waouh. etc. Du piano, c'est-à-dire qu'elle jouait d'un instrument, elle faisait de la natation, elle faisait encore de la danse classique. Le fils, n'en parlons même pas, foot, et je sais, piscine, et il jouait de la batterie. Et le jour, à Noël, ça m'a surpris. À Noël, il y a eu les cadeaux. Quand tu vois que le père, les parents, offrent à l'enfant
Parce que il faisait juste des cours de piano, hein, piano et de batterie. Et tu vois que pour Noël, on lui offre une batterie et un piano qui coûte 15 000 euros à un enfant de 6 ans. C'est là que j'ai compris qu'on était limité. C'est là que j'ai compris qu'en fait, je comprends en fait pourquoi à la fin, on ne peut pas se battre avec ces enfants-là. C'est-à-dire que, en fait, depuis le berceau, ces parents-là entraînent leurs enfants pour qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes et qu'ils ne deviennent pas n'importe qui. Donc ça veut dire que quand tu grandis dans ce genre d'environnement, pour toi, c'est normal. Pour eux, c'est normal de faire 4, 5, 6 activités. Après, c'est ces mêmes personnes-là que tu vas te retrouver en école de commerce avec eux, dans les classes prépa. Toi, tu es là, tu es dernière de la classe. Eux, ils sont premiers. Pourtant, ils ne prient pas. Ils ne connaissent pas Dieu. Et toi, pourtant, tu connais Dieu. Mais parce qu'en fait, ce n'est pas une histoire de connaître Dieu. À un moment donné, c'est une question de moyens que tes parents, ils ont mis dès la naissance. Ce qu'ils ont misé. Et après, il ne faut pas t'étonner que c'est toujours les mêmes qui ont les meilleurs postes, c'est toujours les mêmes qui ont une meilleure situation. Parce qu'en fait, l'éducation d'un enfant, c'est dès le bas âge. Faut pas minimiser. Souvent, en fait, on voit nos parents, ils font des enfants. Ah là, j'en fais 5, j'en fais 6, j'en fais 7. Moi, cette famille-là, ils étaient très riches. Mais ils en ont fait que 3. Et quand je leur dis, vous allez faire un 4e, je dis non, 3, c'est le maximum. Pourtant, ils avaient les moyens d'avoir même 10 enfants. Mais ils se sont dit, au bout d'un moment, si on veut être concentré sur chaque enfant et leur donner les meilleures chances, on doit aussi limiter le nombre de frères et sœurs. Parce qu'on sait que... Parce que moi, dans l'appartement, ils avaient une très grande maison. Mais par contre, chaque enfant avait sa propre chambre. Et il y avait la chambre d'amis. Et donc, il n'y avait pas que... Ah, pardon. je sais qu'est-ce que tu vas dire. Moi, clairement, j'ai envie de te dire la vérité. C'est quand ma mère, elle est décédée, que j'ai compris que maman, natata, il n'y en a pas. C'est là que j'ai compris que Noémie, il faut que tu te cherches. Et que malgré que tu as une grande famille, bah, tu vas dépendre de toi-même. Exactement. Je vais te d'épargner les détails, mais je me suis mangé des réflexions. Mais t'es déjà une grande fille, bah tu dois te débrouiller en fait. Les histoires de demander des 20 euros, des 30 euros, ça s'arrête là. Ouais, c'est vrai. Ma mère, elle est décédée, les gens ils ont pleuré avec moi, etc. Mais quand le jour de l'enterrement est passé et qu'il fallait avancer, bah tu te retrouves dans des situations où le DF faut payer. Tu te retrouves où faut trouver un logement. Il y a les cotisations. Ah Oh, mais on t'a pas donné. Quelle cotisation tu me parles? Les cotisations qu'on a données le jour du deuil, normalement, ça doit servir à ça. Est-ce que dans l'enterrement, c'est des Elon Musk et des Bill Gates qui sont venus ou c'est des gens aussi qui font face à la même réalité que de l'inflation? Les mois sont difficiles. Et ça coûte cher un enterrement. C'est vrai que ça et même les cotisations, je vais te dire, même s'ils m'avaient donné je ne sais combien, ça s'épuise. Est-ce que tu as vu quelque chose qui ne s'épuise pas? Donc c'est pour ça qu'il faut investir pour pouvoir en faire fructifier ton argent, réinvestir derrière. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, il faut que l'argent tourne. Tant que l'argent ne tourne pas, bah, tu resteras toujours sur place. Il y a trop d'enjeux. Aujourd'hui, je peux avoir 100 000 euros aujourd'hui, mais si j'en fais rien, demain, j'ai plus les 100 000 euros. Mais si j'investis, demain, j'aurai encore plus que 100 000 euros. En fait, il y a trop d'enjeux. Il y a trop d'enjeux derrière. Il y a trop d'aspects de la vie où en fait on a besoin d'argent. Donc ça serait se mentir, de se dire ouais j'ai pas besoin d'argent, l'important c'est le Seigneur, l'argent c'est la racine de tous les maux, ce genre de phrases là finalement si t'as pas d'argent, je ne sais pas pourquoi tu vas sortir des phrases philosophiques finalement. Donc pour toi, en fait, qu'est-ce qui te gêne réellement dans certains aspects de pensée? Parce que tu dis que, oui, il y en a qui sortent trop de phrases philosophiques, ils se cachent derrière la religion, ils se cachent derrière une fausseté sans nom par rapport au fait d'être humble, d'avoir une certaine humilité, en fait, pour cacher la misère. Pour toi, c'est ça? Oui, en fait, c'est se mentir. En fait, c'est se mentir parce que ces mêmes personnes qui vont venir le 31 décembre et qui vont dire que l'abondance soit sur moi, qui vont faire des prières et des prières, qui vont se mettre à genoux. Mais quand il s'agit maintenant de construire sa vision, de construire un projet, de mettre les étapes pour le projet, de mettre des deadlines, il n'y a plus personne. Ben finalement, tu veux quoi? C'est ces mêmes personnes qui vont dire oui, je veux de l'argent, nanana. Finalement, il n'y a pas de résultat derrière parce que finalement, il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'action derrière. Et finalement, c'est vous qui vous moquez de Dieu en fait, parce que derrière, moi je pars du principe que Dieu donne tout. Dieu donne tout en abondance. Maintenant, c'est à toi de provoquer, de faire le taf. Ça ne viendra pas tout seul. C'est pour ça que j'ai un problème avec cette manière de penser. Cette manière de penser, partir du principe que tout se sera donné, tu as juste à prier, l'histoire elle est terminée. Mais en réalité, les factures, faut les payer. En réalité, il y a une économie. En réalité, on est dans un pays capitaliste. On est dans un monde individualiste. Il faut que tu fasses le taf. Il faut que tu aies de quoi survivre, pas seulement survivre, mais aussi vivre.
Et le problème des personnes que j'ai connues dans mon entourage quand je parlais d'argent, le plus souvent, les personnes, ils partent du principe, bah, du moment que j'ai à manger, du moment que j'ai un toit, du moment que je m'habille, du moment que, voilà, quelquefois, il y a des fêtes d'anniversaire d'un enfant de 1 an, je peux m'amuser, je peux rentrer à la maison. Voilà, j'ai pas envie de faire grand-chose, mais en fait, à un moment donné, la réalité te rattrape parce que derrière, bah, il y a l'inflation, comme on disait, les prix sont en train d'augmenter. Les gens, ils ont commencé à pleurer quand le prix de l'huile a augmenté pendant l'inflation, etc., pendant ces dernières périodes. Là, le prix de l'essence, là, ça a diminué, mais à une époque, c'était à 2. Tu Ouais, vois, donc si les gens ils ne font pas le taf, ils ne se rendent pas compte, ils sont toujours dans le déni, ils sont un peu dans le flou que voilà, tout va tomber, voilà, tout va tomber du ciel, ça va pas le faire. Et mais, voilà. mais moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi une histoire de culturelle. Tu sais, moi, à un moment donné, j'avais des sales notes à l'école et j'avais des problèmes, je crois que c'était en physique-chimie. En physique-chimie, ouais, en seconde, j'avais quand même du mal. J'ai toujours été bonne dans tout ce qui est les matières scientifiques, mais je sais pas, en seconde, physique-chimie, ça n'arrivait pas et c'était compliqué pour moi. Et tu vois, premier trimestre, ma mère, je lui dis, maman, c'est compliqué et tout. Elle me dit, oui, t'inquiète pas, Nzamba Kosa, là, Dieu va faire. Donc je lui dis, ok, pas de problème, faut prier, ma fille, etc. Mais en fait, c'est triste à dire, mais euh, je vais essayer de le dire de façon. En fait, il faut comprendre que malheureusement, quand tu n'as pas t'as pas de moyens, t'as pas de moyens financiers, euh, t'as besoin en fait d'avoir quelque chose qui va te donner de l'espoir. Et donc du coup, euh, et du coup, et du coup, c'est pour ça que tu vas avoir beaucoup de parents, parce qu'elles peuvent pas dire à leur fille ou à leur fils, écoute, j'ai pas de thunes, c'est compliqué. Ils vont te dire, ah, on va prier, Dieu va faire. J'ai pas dit que Dieu ne va pas faire, mais c'est une manière, en fait, pour elle de se déresponsabiliser et Mhm. de se dire, en fait, je ne te gère plus, c'est Dieu qui te gère. Tu vois ce que je veux dire? Et à un Mhm. moment donné, deuxième trimestre, j'ai encore des sales notes. Et j'ai dit, maman, là, en fait, c'est bon, ça va être compliqué. Mhm. Faut pas plutôt un Et, prof particulier en fait? et donc, j'ai dit, maman, j'ai besoin d'un prof particulier, etc. Ouais. Elle m'a dit, ok, d'accord. Parce que là, j'ai dit, là, tout est déterminant pour moi le troisième trimestre, si j'ai envie d'aller dans une certaine filière. Et je sais que ça lui a coûté. Elle m'a pris un prof particulier. Malheureusement, ça a duré que 1 mois. Pourtant c'est comment ça s'appelle? C'est déductible Ouais, mais en d'impôt, fait, mais après si tu payes pas toi-même l'impôt. c'est déductible des impôts. C'est vrai, c'est déductible des impôts. Mais Mais il faut déjà déjà. de base t'en payes pas. Oui, mais déjà, t'en payes pas. Et donc, du coup, quel est l'intérêt Quel est pour nous? l'intérêt? Et troisièmement, il faut avancer les frais. Donc, Ouais. si tu n'avances pas les frais, tu fais comment? Donc, c'était compliqué. Et c'est là que je me suis retrouvée pas en S. Mais c'est vrai que moi j'ai fait S, hein. J'ai souffert. J'ai pas fait T'as S. fait quoi? Ah, moi, vraiment, je suis une rescapée, hein. Moi, j'ai fait STG. STG? Ah, t'as repêché là-bas? Moi j'ai fait S. En plus j'ai souffert pour aller en S, hein. Parce que on va pas se mentir, quand tu es en primaire, tu as des bonnes notes, mais c'est par rapport à ton école. Collège, bon, t'as le brevet des collèges, mais voilà quoi. On sait très bien le niveau. Ensuite, t'arrives au lycée. Et c'est là que, franchement, j'avais tout le temps des bonnes notes, mais en seconde, ça a baissé, j'ai pas compris. Et on avait déjà prévenu mon père à l'époque que les notes allaient baisser quand elle arrivait en seconde. Mais pour moi, c'était un truc mais inimaginable. Franchement, j'ai su et arrivé en première S scientifique, je comprenais rien. Je comprenais rien, je pleurais. Quand je disais que j'étais en larmes, j'avais des copines avec moi. En fait, la moyenne de la classe, elle était de 8. Et là, avec le recul, je me suis rendu compte, mais c'est parce qu'en fait, on n'était pas bien préparés. Et comme tu as dit, bah, maintenant, quand il s'agit de payer des profs particuliers, bizarrement, il n'y a pas les sous. Alors que c'est déductible d'impôts pour certains c'est un avantage, mais pour certains, ça sort vraiment de leur poche. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi, clairement, comme tu dis, j'avais des ambitions d'être docteur. Moi, je voulais être Moi aussi, je neurochirurgienne, voulais... Hey, etc. Ah, en fait, t'aimes trop l'argent.
Moi aussi, je voulais être médecin. Non, mais toi aussi, t'aimes trop l'argent. T'as fait S trop pour l'argent. quoi? T'as fait... Tout le monde voulait devenir médecin, mais finalement, personne n'a assumé ses Moi, je vais être études. Là, en fait. neurochirurgienne. Non, mais c'est parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est que moi, quand je suis arrivée en seconde, comme tu le dis, c'est que t'as un niveau. T'as déjà un niveau à franchir. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, j'étais à Paris un long moment. Et je crois en quatrième, cinquième, bah, en fait, on a déménagé à Aulnay-sous-Bois. Et en fait, à Paris, franchement, j'étais pas vraiment parmi les meilleurs. J'étais dans un très bon collège public, mais c'était la localisation, il y avait rien à dire. Donc ça veut dire que j'étais pas parmi les premières. Je veux dire, si j'étais 13e, déjà c'était bien. Et quand je suis arrivée à Aulnay-sous-Bois dans un collège ZEP, et ben du coup, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas envie de redoubler. Pour moi, c'était la honte de redoubler. Donc j'ai travaillé. Mais j'ai travaillé. Et là-bas où j'étais 13e, je me suis retrouvée première de la classe. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème de niveau. Où là-bas, je peinais à avoir des 15 et des 16 de moyenne. J'étais toujours dans les 11, dans les 12. Je me suis retrouvée de l'autre côté presque à des 16, des 17. J'ai dit, c'est quoi le... Et eux, ils étaient bien, mais ça se passe très bien, etc. Et en plus, comme en fait, j'étais dans un autre secteur, j'avais pas ce langage bah, tu sais, les langages qu'il y a dans les collèges. Tu vois. Et donc, du coup, tout le monde me dit, ouais, mais Noémie, c'est vraiment bien. Et j'aimais trop aller au CDI, donc la bibliothèque. Ouais, donc, c'était moi vraiment, aussi. j'aimais trop. Il y avait que moi là-bas. Et en fait, mais du coup, je pensais que j'étais vraiment bien. Que quatrième, pas mal. Troisième. Donc, clairement, on m'a dit, ouais, de toute façon, la générale, ça va être bien pour toi. Quel général? J'arrive en seconde. Je te passe les détails du vol de ma calculatrice qui m'a coûté 80 balles. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais tu arrives dans un niveau où tu te rends compte que c'est vraiment le niveau, il est élevé. Et c'est là que tu commences à batailler. Moi qui étais hyper bonne en maths, je crois que ma maths, j'avais des 18, j'étais vraiment hyper bonne. Genre, théorème de Pythagore, de Thalès, franchement, pour moi, c'était de l'eau. Je suis arrivée. En fait, tu as l'impression que là, c'est un gros gap. Donc, maths, j'arrivais un peu à me maintenir, mais c'était pas trop ça. SVT, ça allait. Physique, oh! Et le reste, là, c'était compliqué. C'est là que tu commences à te rendre compte que des fois, dans certains collèges, il y a trop de laxisme. Et je me suis dit, non, mais c'est compliqué. Je vois premier trimestre, les notes, c'est pas ça. Deuxième trimestre, c'est compliqué. Et je dis à ma mère, là, en fait, si j'ai envie d'aller en S, il faut absolument que j'ai des cours de physique. Il faut vraiment que j'augmente physique. Et donc, le mec était un peu sympa. Il me faisait de la physique, mais il me faisait un peu des renforcements en maths. Mais la majeure, c'était vraiment la physique, c'était catastrophique. Et c'est là que je dis, j'ai besoin d'un professeur. Parce que moi, en fait, quand j'ai une problématique, je cherche des solutions. Je me dis pas, oh, je suis nulle à l'école, bah tant pis pour moi. J'ai dit à ma mère, j'ai besoin d'un professeur particulier à la maison. Et en plus, c'est bien, ils ont leur dit, je crois que c'était Academia à l'époque. Je crois que c'était... Il y avait ça, ouais, je connais Academia. On a fait des recherches. Et donc, du coup, dans leur plaquette, ils te disent que voilà, t'es déductible d'impôts, etc. Et à un moment, ma mère, tu vois, j'ai pleuré. J'ai dit, maman, j'ai vraiment besoin d'un professeur particulier. Elle me dit, ok. Et franchement, je vois que ça l'avait fait du mal au cœur. Franchement, mais elle me l'a pris. Mais tu vois, quand tu vois que ta mère, elle fait un sacrifice. Et à cette époque-là, elle avait pris avec... tu vois, mes parents étaient déjà séparés. Hein, elle a pris avec mon père. Et mon père, il a dit, je m'engage, t'inquiète pas. Je m'engage. Elle a dit, franchement, je te demande pas grand-chose, mais cette fois-ci, je t'en supplie, au moins, au moins juste les cours. Et franchement, j'ai pas pris grand-chose. Je me souviens, on était à 100 euros l'heure, 100 euros par mois. Je crois que j'avais droit à 4 heures par mois. Ou 4 heures oui, 4 heures par mois. C'était pas grand-chose, mais c'était les 4 heures suffisants. Parce que comme elle était que focus sur moi, j'avais pas cette problématique-là de me dire que c'est pas suffisant. Et je sais que je pouvais pas me permettre il faut dire la vérité, je pouvais pas me permettre plus. Mais il a dit, t'inquiète pas, je veux gérer. La personne qui me faisait les cours, le prof, il est venu pendant 1 mois. Et l'autre samedi, je l'ai attendu, j'ai vu qu'il est jamais revenu. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, et après, c'est là que je commence à entendre ma mère. Oui, il vient. En fait, j'entends ma mère discuter avec mon père, parce qu'en fait, finalement, il n'avait pas payé. Et donc, il n'est pas revenu le 2e mois. Et donc, du coup, finalement, à la fin, j'ai pas pu aller en S. Et donc, c'est là, il y a eu ce dilemme-là de se dire, ok, est-ce que tu redoubles ou est-ce que tu fais autre chose? Et en fait, ils ont dit, votre fille, elle n'est pas... en fait, la faire redoubler, c'est un peu dommage. Mais si vous voulez, on peut la proposer d'aller en STMG. STMG aujourd'hui, mais c'était STG à l'époque. Et moi, je voulais vraiment pas, etc. J'ai dit non, franchement, moi, je me voyais faire de la générale. Là, c'est vraiment une filière technologique. Mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas, etc. Et finalement, on m'a vendu le truc. On m'a dit, ne t'inquiète pas, tu as des cours d'économie, tu as des cours de droit, tu as de la compta.
etc. Et je pense que c'est un de mes meilleurs choix. Pourquoi? Parce que je me suis mis directement dans le bain, j'étais pas trop. Et c'est là Et que j'ai t'es compris perdu. que j'étais vraiment. Et c'est là qu'après, j'ai dit non, en fait, en tout cas, même si je fais STG, il faut que je sois vraiment très bonne. Et j'étais parmi les meilleurs. Et c'est là qu'après, il y a quelqu'un qui est venu, qui a dit écoute, t'as le profil pour aller en prépa. Moi, je savais pas c'était quoi la prépa. Ils m'ont dit ouais, tu peux faire une prépa HEC Techno, Mm, etc. pour viser les grandes mm, écoles de mm. commerce. Et c'est là que j'ai compris que, parce qu'au début, je vais faire expert comptable, parce qu'on sait que expert comptable, apparemment, tu gagnes très bien ta vie. Je pense qu'on a le même parcours. On voulait devenir médecin. Ensuite, moi, je suis partie en finance parce que j'ai vu que médecine, là, c'est un peu chaud. Et ensuite, j'ai fait la finance, mais je suis allée justement faire de la compta, etc. Et justement, c'est l'expertise qui m'intéressait. C'est l'expertise qui m'intéressait, c'était l'expertise comptable qui m'intéressait et tout, les bac plus 8 parce que tu étais bien payé. Mais j'ai toujours pas fait. Mais, donc du coup, c'est ça qui a fait que j'ai fait une classe prépa. Et derrière, après, j'ai vu qu'il y avait d'autres filières. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est là qu'après, quand je suis arrivée en classe prépa HEC, et que c'est là que je suis vraiment tombée avec des fils et des fils d'eux, j'étais la seule noire dans ma classe. Mhm. C'est là que j'ai compris que, et c'est là que tu commences à ramer. Parce qu'au début, le premier trimestre, je me souviens, j'étais très bonne parce que c'était les maths et tout, j'arrive à gérer. Et après, deuxième, ça a commencé à être un peu compliqué. Et après, troisième, et c'est là qu'après, moi, je me dis, mais pourquoi moi, je régresse, les autres, ils progressent? Professeur particulier. En fait, faut investir. En fait, Les gens, ils veulent pas en fait, investir. tu dois Ils veulent- Ah, investir. tu dois investir. En fait, quand on dit investir, c'est pas juste investir de l'argent. Tu dois investir dans tout. L'éducation, te former, investir sur toi-même. En fait, le meilleur investissement avant de commencer à investir ton argent dans un business, c'est investir en toi. Quand tu n'as pas les connaissances, bah en fait, tu te retrouves bah, dans la misère. Tu te Et retrouves en dans la fait, merde. le truc, c'est que ce genre de famille, eux, ils ont commencé à comprendre l'investissement sur soi tôt. Et d'autres, non. C'est pour ça qu'à un moment donné, même moi, je rencontre des coachs en carrière professionnelle, des coachs en carrière professionnelle qui aident les personnes à avoir de meilleurs salaires, à savoir comment communiquer au travail, à dépasser des plafonds de verre, etc. Et du coup, ça coûte. Il faut avoir cet argent-là pour investir, pour avoir de meilleurs postes. Des fois, les gens, ils pensent que oui, c'est la chance, ou à ça, les jeunes de Daniel, genre jeunes d'Esther, genre tranquille. Non, 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 il y en a qui ont bossé. Bien sûr, tu vas combiner les deux, mais il y en a qui ont bossé, tu vois. Je voulais revenir sur Dieu va faire. Mhm. Des fois, on se dit oui, par exemple, je me rappelle à l'époque, pour chercher une alternance, tu ne trouves pas directement, tu vois. Et je me rappelle aussi, ma mère, elle m'avait dit la même chose. Dieu va faire. Mais quand tu regardes dans d'autres communautés, tu vas te rendre compte que même là où ils prient, il y a des personnes qui ont une entreprise, qui peuvent prendre des stagiaires, qui peuvent prendre des alternants, qui peuvent... Toi, tu as juste à faire passer ton CV, et puis voilà. Mais nous, il y a toujours Dieu va faire. Et ça, moi, je trouve que c'est pas très intéressant. En fait, ça rend les gens un peu feignants. Est-ce que tu es d'accord avec moi? En fait, ça rend pas les gens feignants, mais en fait, ça ne permet pas les gens à être Éveillé. éveillés, oui, mais surtout responsables. Pourquoi je te dis ça? Parce que le Dieu va faire, en fait, c'est une manière de dire, en fait, j'ai pas de solution pour toi, ma fille ou mon fils. Dieu va faire parce que là, moi-même, je peux pas. Oui, je dois payer mes études. Ah, t'inquiète pas, Dieu va faire. Parce qu'en fait, c'est une manière de se déresponsabiliser et de pas dire qu'en fait, je suis une mauvaise maman. Clairement, il y en a, si je suis désolée de dire ça, hein. Ah ouais, ils nous ont nourris au pondou, c'est bien bon, mais Hé, clairement, faut yo, dire la... Non, mais c'est... va continuer avec la miniature Boya. mais- On va te mettre en non, mais- miniature. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que... Oh, oh Seigneur. Non, non, mais en fait, il faut mettre les parents... En fait, il faut mettre les parents face à leurs propres responsabilités. Exactement. Et en fait, le problème, c'est que là où il y en a qui se font pistonner, toi, t'es dans l'espoir et l'espérance. Là où d'autres, ils ont déjà la confirmation qu'ils ont trouvé un travail, toi, t'es en train de l'espoir. Oui, l'espoir, c'est bien, mais à partir d'un certain moment, il faut mettre certaines personnes face à leurs responsabilités. En fait, je suis nulle à l'école, d'accord, il y a des enfants, vraiment, ils travaillent pas bien. C'est vrai qu'ils font pas d'efforts, mais il y en a d'autres. C'est parce qu'en fait, ils sont pas dans un cadre. Comment tu peux bien travailler à l'école quand il y a toujours du bruit chez toi? C'est toujours l'ambiance sur l'ambiance. Tu dors avec ton petit frère de 8 mois dans la chambre. Il fait du bruit, il crie. En fait, on minimise trop en fait l'environnement familial. En fait, c'est ça qui fait mal.
En fait, moi, quand j'étais fille au père, j'ai vu comment les gens, ils élevaient leurs enfants. Je me suis dit, non, mais en fait, je comprends pourquoi on est toujours les derniers de la classe. Je parle de la communauté afro en général. On est souvent dernier, pas parce qu'on n'est pas intelligent, mais dans notre communauté, il y a tellement des gens qui sont brillants. Mais ça, il y en a trop même. Je pense qu'il y a trop de personnes brillantes. Mais malheureusement, quand derrière, en fait, les parents ou juste la communauté générale ne prend pas leurs responsabilités, bah, c'est là qu'on se retrouve avec des carences. On peut pas être la population la moins éduquée, on peut pas être la population la plus pauvre, on peut pas être la population toujours on est là. En fait, comment tu peux expliquer que une grosse partie de la population, on est venu des fois avant même d'autres communautés comme les Chinois, mais on se retrouve, eux sont venus bien après, quand tu regardes en termes d'immigration, et nous on est venus bien avant. Et en fait, on est toujours dernier. En fait, au bout d'un moment, c'est un problème de mindset. En fait, le problème, c'est que tant que certains parents n'auront pas une certaine réflexion, et en fait, ils vont toujours déléguer leurs responsabilités vers soit vers la religion ou le système, whatever, c'est pas un problème, et ben on aura toujours des carences et des problématiques toujours comme ça dans la communauté. On aura toujours des problèmes à l'école. On aura toujours des problèmes dans la pauvreté. Moi, je comprends pas. Attends, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Parce que moi, j'ai déjà traité ce sujet-là sur les Oui. réseaux sociaux. Bon, ça s'est un peu mal passé, Bah, c'est comme sûr. d'habitude. Il y a certains parents qui disaient, oui, mais vous, on vous a tout donné. Comment vous pouvez faire ça? Nous, on a souffert, etc. Voilà, voilà, on vous a tout donné, on vous a donné à manger, on vous a nourri. Maintenant, c'est normal que vous nous rendiez en retour. En fait, Je sais que tu as baissé le volume parce que tu voulais dire une dinguerie. en fait, le problème, hein, le gros problème, déjà, il faut savoir de quelle éducation on parle. Le fait de m'avoir nourri à la semoule, c'est ça que tu parles d'éducation? Le fait, en fait, que j'ai dormi dans un toit, oui, j'avais un toit sur la tête, tu parles T'es d'éducation? dur. Non, en fait, il faut être dur parce qu'en fait, on en a marre. À partir d'un certain moment, de quoi on parle? Est-ce que tu m'as mis dans un conservatoire? Est-ce que j'ai fait une école privée? Est-ce que j'ai fait des activités scolaires? Est-ce que j'ai fait des activités périscolaires? Est-ce que je partais même en vacances 2 fois par an? Même encore 2 fois, c'est trop. 1 fois par an? On allait en Belgique, Aurore. Ah, tu parles de la Belgique chez les tantes, serré, serré. Je parle de vraies vacances. Où quand tu reviens, t'as des papillons dans le ventre, t'as des paillettes dans les yeux. Je te parle de vraies vacances. Arrêtons d'être là. Oui, je suis partie chez ma tante en Belgique. Ta tante, elle t'a fait quoi? T'es partie là-bas, elle t'a fait Mais sortir? on jouait, on était entre cousins, Ah, on était bien. S'il fallait dormir ensemble, on dormait ensemble, on se racontait des histoires et tout. On fêtait Noël. Voilà, on était bien. non, mais ça va bien. On était bien. Bon, c'est vrai que Non, faut mais ça viser va. un petit peu plus haut parce mais- qu'il y en a, par rapport à ce que tu dis, il y en a, ça leur a permis de voir, par exemple, des musées, de voir certains endroits qui leur a permis d'avoir une certaine culture. Parce que nous, on était un petit peu trop cloîtrés à la maison. C'est vrai que... Non, mais en fait, en fait, si tu veux dominer la terre, le territoire sur lequel tu vis, tu dois aussi comprendre en fait les codes et avoir des connaissances aussi de culture générale. Tu peux pas te permettre en fait de vivre dans un pays pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. T'as jamais visité le musée du Louvre. T'es là en fait, tu comprends pas les codes Si de. c'est pas l'école, Oui, si mais c'est pas l'école oui, mais en qui te fait, le montre. justement, encore un autre problème, en fait. Mm. Tu peux pas laisser aussi toute la responsabilité de l'éducation Sur- à l'école. L'école fait une partie, tu dois faire ta part. À un moment donné, en fait, c'est souvent des sujets qui font un peu mal. Pourquoi? Parce qu'on va te dire, oui, effectivement, faut regarder, moi je t'ai élevé, etc. Oui, mais en fait, il faut confondre, il faut faire une distinction, pardon, entre vivre et survivre. Mm. Une grosse partie de la population est en mode survie. C'est-à-dire que tu survis. Ça veut dire, oui, on a un toit, oui, il y a l'électricité, oui, on mange un peu, oui, il y a un peu Internet. Ah, on pense qu'on est arrivé parce que ils vont penser, oui, si j'étais au bled, et ben en fait, au bled, je serais dans une case. Non, mais en fait il faut mettre des mots. Quand tu vis dans certains quartiers, quand tu gagnes un certain salaire, en France, t'es pauvre. C'est-à-dire, il n'y a aucune différence que si tu vivais, je sais pas, dans des zones vraiment, dans des favelas comme au Brésil ou dans des zones. C'est la même chose. C'est juste que il faut voir que en France, la pauvreté n'a pas le même visage. Et beaucoup de personnes se méprennent. Pourquoi? Parce que elles disent, voilà, je vis dans un logement social. Oui, je gagne un peu mon argent parce qu'en fait, il y a la lumière, il y a Internet, etc. Je peux prendre le métro. Voilà, il y a quand même des infrastructures. Je ne suis pas pauvre. Tu es pauvre, madame. Tu es pauvre, monsieur. Bon, moi, je vais parler par rapport à ce que tu viens de dire, parce que les gens, beaucoup sont dans le déni par rapport à ça. Moi, je sais, moi, j'ai été une clocharde de luxe. Comme j'ai dit, je dépensais énormément dans les habits, dans les vêtements, etc. En fait, en fait,
on a un voile sur le visage. Mhm. C'est-à-dire que comme tu traînes toujours avec les mêmes personnes, Mhm. vous allez dans les mêmes endroits, vous allez dans les mariages, vous êtes toujours dans le même milieu, quelqu'un qui va te voir avec un sac Louis Vuitton, il va te regarder, il va dire hé, oh Betty, hein, vraiment t'es bien, genre t'es bien habillée et tout. Et du coup ça gonfle ton ego et tu penses que tu es arrivé alors que zéro. Oui, mais en fait, le problème. Non, je dis pas qu'il faut justifier. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que cette image-là, moi, j'ai quitté parce que je trouvais que finalement, ça ne donnait pas de résultat sur le long terme, que c'était juste un plaisir éphémère. Tu vas acheter quelque chose, ensuite, demain, tu vas encore t'acheter quelque chose. Donc, du coup, tu as moins d'argent. En tout cas, pas du tout. En tout cas, c'est pas du tout dans ta tête de réaliser des projets qui peuvent te ramener encore plus d'argent et changer ta vie. Le plus souvent, tu es toujours dans le même cadre. Oui, je gagne mon argent, je me fais plaisir. Ah, je vais aller chez Dior, je me prends un truc et puis je reste dans mon petit HLM, dans mon petit milieu. Bon, peu importe, même si je suis même si mon HLM, il est bien décoré, les gens, ils rentrent chez moi, etc. Je suis bien, Ça reste ça toujours le m'arrange. quartier, hein. Ça reste toujours le quartier. Ça m'arrange, tu vois. Donc, le plus souvent, les gens, ils sont dans cette idée-là. Et moi, je dis toujours, faut couper les liens. À un moment donné, il faut couper les liens. C'est nous les futurs parents, finalement. Il y en a qui sont déjà parents. Mais je pense qu'en fait, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est que beaucoup de personnes sont dans. Ils veulent paraître au lieu d'être. Et quand tu as une mentalité de pauvreté et que tu viens d'un milieu pauvre, le seul moyen de te valoriser, c'est de paraître riche. Donc, du coup, des gros logos. Dolce Gabbana, whatever. Enfin, l'objectif, c'est pas donner des noms, mais de paraître riche. Alors qu'en fait, tu es pauvre. Mais clairement, moi, je l'ai toujours dit, hein, je dis, Coco Chanel doit se retourner dans sa tombe quand elle doit voir où certains sacs sont entreposés. La vérité, c'est-à-dire que moi, personnellement, quand je vois le mindset de Coco Chanel, je pense pas qu'elle avait prévu ça. Je pense pas qu'elle avait prévu que son sac Chanel, avec lequel elle a vraiment, enfin, elle a bossé dessus, soit entreposé dans certains endroits. Moi, personnellement, si je mets une marque de luxe, si c'est une marque de luxe, c'est pour que ça soit mis d'une certaine manière, ça soit valorisé d'une certaine manière. C'est ça. Donc, bon, après, c'est les aléas, et c'est un problème de mentalité. Mais tant qu'en fait, cette mentalité ne changera pas, perdurera, elle continuera. Il y a des gens qui vont évoluer, mais il y en a d'autres qui vont régresser. Parce qu'il y a aussi les efforts. Et ça demande des efforts et des sacrifices aussi d'être entrepreneur, d'investir. Moi, je parle personnellement pour moi. J'avais deux choix. Quand ma mère, elle est décédée, faut dire la vérité, quand tu es une femme et que tu as besoin d'argent, tu as d'autres options que d'aller te casser le dos à flunch, à faire 20 heures de service, enfin 20 heures de travail par semaine. Tu as d'autres options. Et ce n'est pas forcément des options qui rentrent dans mon intégrité à moi. Tu as tes frères et sœurs qui ont besoin de toi, tu as des loyers, etc. C'est compliqué. Des fois, en fait, tu peux tomber facilement dans la facilité. D'ailleurs, parce que toi, tu as été l'aîné d'une famille. Moi, je suis coach en finances personnelles. Bon, j'accompagne les personnes à sortir de l'endettement, épargner, investir par la suite. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'attire beaucoup les filles aînées. Je ne sais pas pourquoi. Et à force de travailler avec elles, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de blessures que finalement, leur argent qu'elles gagnent tous les mois, finalement, ne leur appartient pas. Finalement, ça sert à aider le frère, à aider la sœur, à aider les parents, à aider ci. Et puis finalement, elles ont très peu d'argent pour elles-mêmes. Et ça fait qu'elles n'avancent pas, ça devient un frein. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? En fait, quand tu es fille aînée ou tu es l'aînée de ta famille, surtout les femmes, on considère souvent que tu es comme une deuxième maman. Et ça, oh mon Dieu, je sais de quoi je parle. Oh mon Dieu. Et malheureusement, si tu ne tiens pas tête, à ta famille, à ta mère, à ton père, une fois de plus, je parle beaucoup de responsabilité. Pourquoi? Parce que c'est un transfert de responsabilité. Quand les parents ne peuvent plus, ils voient que tu as 18 ans, tu commences à avoir un peu ton argent. En fait, cette responsabilité d'incapacité en fait, à pouvoir en fait, donner une situation, de permettre en fait, de faire les choses qu'un parent doit faire pour son enfant, il va la transférer. C'est chez la fille aînée. Surtout, dire ouais, mais t'es la yaya, écoute, tu dois aider. Parce qu'en fait, ils ne sont pas responsables.
En tant que parent, quand tu es responsable, tu peux pas demander à ta fille aînée, qui est encore jeune, qui a sa vie à construire, qui doit se marier, qui doit faire des grandes études, qui doit faire peut-être un business. Je ne sais pas quels soient les projets à venir le demander de couper son argent à 90%, à les donner à ses frères et sœurs. Pourquoi? C'est pas elle qui a demandé de ken avec ton daron. Mais, Non, mais c'est vrai. mais il y en a plein. Elle a y pas en a demandé plein. ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, enfin, il y en a, ils font des enfants, ils font des enfants, ils font des enfants pour qu'après, ce soit la fille aînée. Je suis désolée, à partir d'un certain moment, quand t'es dans un bolingo, je veux dire, dans tes envies avec Dans ton tes mari, loves. dans tes loves, dans les honeymoon, bah, tu te gères. T'es pas là pour après, derrière, tu dis à ton enfant de... Et c'est ça la problématique, c'est que quand il y a le love, là, on est là, après tu fais 5 6 7 8. En fait, tu sais, hein, en France, hein, si tu veux bien vivre, il faut être dans les systèmes de calcul. Tu dois calculer. Comme cette famille-là, je leur ai dit, pourquoi vous ne faites pas 4 enfants? Ils m'ont dit, non, nous, ça suffit 3. Ils ont fait leur calcul, ils se sont dit, on peut faire 3 enfants. Pas plus, pas moins. Et pourtant, ils avaient l'argent. Je te dis, ils avaient l'argent. C'était quand ils partaient en vacances, ils n'avaient rien à dire. Le mari, il était ex-trader. Donc, il gagnait, il était millionnaire. Clairement, ils étaient millionnaires. La famille, ils avaient une femme de ménage qui venait tous les jours. Ils avaient quelqu'un qui venait tailler leur jardin. C'est-à-dire que c'était pas enfin, C'était pas une famille ordinaire. Bon, ordinaire. C'était une dans famille le mi- ordinaire c'était qui une était famille riche. Mais qui ordinaire, était riche. oui, Elle était qui riche, était la dans famille. son milieu, quoi. Elle était fan. C'est-à-dire que quand je voyais même les enfants, ils faisaient des caprices. C'est un truc de fou. Moi, je me souviens, j'aimais bien acheter mes chaussettes à Primark. J'avais des chaussettes Primark. Et en fait, à la maison, elle n'aimait pas la dame qu'on mettait nos chaussures, la famille, là. Et donc, du coup, moi, j'étais toujours en chaussettes. Et donc, j'avais des chaussettes trouées. Clairement, j'en avais des chaussettes trouées. Et donc, pour les fêtes, elle m'a acheté des chaussettes. Et je regarde la marque. Je dis, mais je connais pas la marque. Et en fait, c'est pas je regarde les chaussettes. C'est des chaussettes qui coûtent 150 euros. Des chaussettes. Moi, j'ai jamais mis 150 euros dans des chaussettes. C'est là que tu comprends que si déjà elle te paye des chaussettes à 150 euros, donc. Mais moi, je voulais revenir sur ce que tu viens de dire là, le osa maman. Cette phrase-là, comment elle détruit. Moi, je suis pas l'aînée. Moi, j'ai des frères. Et ma mère, à chaque fois, elle me le répète jusqu'à aujourd'hui et tout. Et je me suis rendu compte que cette phrase-là, on te l'a dit déjà dès petite. C'est-à-dire qu'on te donne une certaine responsabilité, on te donne déjà un certain rôle. Et en fait, quand je regarde bien, mais en fait, ce rôle-là, ce n'est pas le mien. Des fois, on te donne le rôle de la maman à protéger tes frères, etc. Mais toi, qui te protège? Mais En fait, personne. j'ai une Tu vois. question. À ces filles-là, qui leur a demandé d'accepter? Ah, mais c'est comme ça qu'on nous éduque. Maintenant, Non, mais maintenant c'est t'acceptes comme pas. ça. Oh, c'est pas une... T'as- Mais moi, maintenant, j'accepte plus. C'est-à-dire que quand elle me dit ça aux maman, je rentre là, je sors là. Moi, où j'ai compris que finalement, cette phrase-là, ce n'était pas vrai et que chacun pouvait prendre ses responsabilités. Dernièrement, mes parents, ils sont partis en voyage au Mali pendant 2 semaines. Ma mère, elle m'a dit, occupe-toi bien de tes frères. Pourtant, ce sont des grands. Tu vois, le dernier, il a quoi? Il a 16 ans, tu vois. Ce sont des grands. Le plus grand, il a quoi? Il a plus de 30 ans. Donc, on est capable de me dire, ouais, occupe-toi bien de tes frères pour la nourriture, etc. Mais quand on était à la maison, on était seuls, ben, finalement, chacun a pris ses responsabilités. Quand il s'agissait de faire le ménage, ben, chacun faisait son ménage. Des fois, pour la maison, on savait comment s'organiser. La cuisine, on savait comment s'organiser. Même, on avait même beaucoup trop de nourriture. On s'est débrouillé. Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, le osa maman, si on appuie dessus, finalement, ça crée des gens irresponsables. Et tu risques en tant que fille aînée, tu risques d'atterrir dans un foyer finalement où même ton argent du couple risque d'être épuisé parce que finalement ton boulot ça sera que d'aider les gens mais finalement tu n'aides pas ton couple, finalement tu n'aides pas tes enfants et c'est exactement ce qu'ont vécu nos parents, nos aînés, mais ils veulent qu'on reproduise la même chose et à un moment donné moi je dis il faut couper le cordon. En fait, la problématique dans ce que tu dis, c'est que déjà, pour ces filles-là, qui leur a demandé forcément d'aider? Et en fait, deuxièmement, il faut que tu comprennes que culturellement parlant, on vit en fait dans une société, on a grandi dans le fait de la culpabilité. Et en fait, tu as l'impression que si tu dis non, bah en fait, tu fais du mal. Et tu vois, des fois, c'est un peu un mélange culturel et un peu religieux. Parce que tu dis, oui, si je fais du bien, j'aurai du bien qui va m'arriver. Mais tu te réveilles à 50-50, tu es toujours aussi pauvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. En fait, Dieu, il t'a dit d'être... Comme on dit, hein, il y a un moment donné, je crois que j'avais écouté une prédication qui dit, on ne te dit pas d'être bien, on te dit d'être bon. Être bon, c'est pas forcément dire oui à tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire qu'à partir d'un Être certain juste. moment, il faut être juste. Et à un moment donné,
C'est pour ça que je dois avoir une différence. Il y en a qui prient pas, qui sont pas dans un cercle, on va dire, familial, Religieux. culturel, religieux, où on va dire Dieu va faire, etc. Ils vont beaucoup plus réussir que toi. Pourquoi? Parce que à un moment donné, Dieu est juste. Il a travaillé depuis il est né. On lui a mis dans un contexte. Il a travaillé sur ses compétences. Il a travaillé sur lui-même. Il a fait en sorte de réussir. Donc après, il faut pas t'étonner que cette personne-là, elle réussisse mieux que toi. Et ça n'a rien à voir avec l'histoire de la foi. Mm, Et deuxième fois, il faut dire aussi que la foi, c'est quelque chose de personnel. mm, mm. C'est quelque chose de personnel. Et c'est-à-dire que faut pas tout mélanger. C'est Tout ta le gens, ils relation avec mélangent. toi et Dieu. Mais maintenant, le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses aussi que on doit faire. Vraiment, c'est palpable. On doit le voir. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le fait que tu crois en Dieu, etc., quelle que soit ta religion, quelles que soient tes croyances, ça ne regarde que toi. Mais toi, en tant que parent, en tant qu'enfant, ou en tant qu'individu, tu as une responsabilité. Si tes parents, tu as une responsabilité vis-à-vis de l'éducation de tes enfants. Si tu es une jeune femme, tu as une responsabilité par rapport à ta propre fille. Si tu es un jeune homme, tu as des responsabilités par rapport à ta vie aussi. En fait, on a tous des responsabilités à notre niveau. Et en fait, des fois, je trouve qu'on veut trop sortir de la facilité parce que c'est trop dur. C'est dur d'investir. C'est dur d'investir, c'est dur en fait de se mettre en récession, c'est dur en fait de se mettre des restrictions, de se dire Mm. en fait, parce que je vais investir, bah, je vais plus aller au resto avec mes amis, parce que je vais investir, bah, je vais plus paraître avec mes faux sacs Chanel, parce que je vais investir, bah, je vais arrêter de m'acheter des perruques à 450 euros, parce que je vais investir, je vais faire ci, je vais faire cela. En fait, quand tu investis, tu te mets en fait, Dans des dans des conditions. conditions, des fois, qui est très, très compliqué. Mm. Souvent, les gens, ils vont parler de, oui, Elon Musk, on va parler de Jeff Bezos, mais oui, ils ont commencé dans un garage, Amazon, c'était ceci, c'était cela. Mais ils se sont mis dans une situation de sacrifice. Et en fait, quand tu te mets dans cette notion de sacrifice-là, c'est pour réussir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas pas voir le résultat, mais demain, tu vas le voir. Pour la fin, du coup, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux dire à ton audience là qui t'écoute, euh, de les motiver? Pourquoi investir? Et on terminera sur notre franche chutera, hein. Et donc pour moi, en fait, l'investissement, déjà, c'est quelque chose qui devait être nécessaire. On n'investit pas par plaisir, on investit par nécessité. Et en fait, c'est l'investissement qui va vous permettre tout simplement en fait, d'évoluer. Aujourd'hui, on est dans une société où on ne valorise pas le travail. Malheureusement, hein, tu vois, je vois beaucoup d'émissions, beaucoup de choses où on voit nos mamans qui travaillent en tant que femmes de ménage, etc. Et qu'on dit, ouais, mais franchement, elles se cassent le dos, mais elles ne sont pas valorisées. Mais en fait, il faut comprendre, comme tu l'as dit si bien au début, on est dans une société capitaliste. Donc ça veut dire que en fait, leur intérêt, c'est pas de payer mieux ta mère. Mais non, l'intérêt pour eux, c'est de continuer à la payer comme ça pour l'exploiter. Mais non, toi, qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau pour pouvoir évoluer? C'est l'investissement. Aujourd'hui, moi, je le dis, hein, je suis cadre en banque d'investissement, je suis pas à plaindre, mais j'ai compris que même en étant cadre dans une banque d'investissement, il y avait des limites. Et ces limites-là font qu'aujourd'hui, j'investis et je fais une activité de marchand de biens où j'ai des gros capitaux, où j'ai une grosse trésorerie, parce que j'ai compris qu'en fait, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Quand tu vas aller à la banque pour emprunter, pour faire des très gros projets, vous allez vous rendre compte que Mm. on va vous demander de l'argent. Et je vais terminer par cette phrase en lingala que ma mère, elle me le disait tout le temps, et je le retraduirai en français. Nyo seka takamakamboeza mbongo. Traduction, tout ce qui met un terme, entre guillemets, à toute chose, c'est l'argent. Sans l'argent, je ne peux rien faire. Exactement, exactement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que bientôt, j'ouvre mon cabinet d'investissement parce que le but, c'est d'accompagner les personnes à investir, à s'enrichir. Parce que à un moment donné, le coaching budgétaire, ok, bien gérer son budget, à un moment donné, ça a ses limites. À un moment donné, ben, il y a l'inflation, il y a tout ce qui est en train d'augmenter. Donc, pour moi, l'investissement, c'est une issue de secours. Et ce que tu as bien, bien résumé. En tout cas, moi, j'ai hâte d'ouvrir le cabinet d'investissement pour que les personnes puissent s'enrichir et surtout qu'ils puissent réaliser leurs projets de vie. Combien de fois j'ai vu mes parents repousser des projets, des oncles repousser des projets et qu'ils arrivent à 60 ans, 70 ans avec très peu. Franchement, quand on regarde ce schéma-là, on a envie de changer. On a envie de changer les choses et que nous, cette génération, soit plus éveillée et qu'elle puisse mettre les actions en place. En tout cas, merci beaucoup Noémie. Merci Aura, en tout cas c'était un plaisir et C'était on un remettrait plaisir. ça. Très vite en tout cas. Très vite. En tout cas, c'était très enrichissant. Merci. Merci.